Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Bienvenue au micro de Changer d'air. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, dans votre fondation Imagine, celle que vous avez créée. J'en profite pour remercier André Ullmann également qui m'a conseillé de vous parler, donc je suis très heureux d'être là. Écoutez, vous êtes pionnier dans la thérapie génique, vous êtes professeur d'immunologie, si je ne m'abuse. Vous d'ailleurs, vous avez eu plusieurs prix, peut-être qu'on en reparlera. Et aujourd'hui, je suis assez heureux aussi parce que vous me disiez que vous vous branchez sur les sujets liés à la recherche, ce qu'elle représente dans la société. Et donc, j'ai aussi envie de parler de ça. Donc, ça va être un épisode passionnant, j'ai plein de questions. Est-ce que, si on prend un peu du recul, parce que je vais pas vous demander vos parcours dans les détails, vous pouvez nous dire quels ont été les projets et les œuvres un peu de votre vie? Je suis médecin et chercheur, donc c'est à la rencontre entre ces deux activités que ça se passe, pour l'essentiel. Donc ce que j'ai fait, les choses un peu marquantes, mais quand je dis je, c'est nous, parce que c'est banal de le répéter, mais c'est tellement vrai. En fait, la recherche, ni la recherche, ni la médecine ne sont des exercices solitaires. Bref, nous avons identifié les causes, comme on dit, moléculaires et génétiques de pathologies du système immunitaire, donc essentiellement d'origine héréditaire. Ce qui est doublement intéressant, c'est intéressant parce que, évidemment, ça contribue à comprendre ces maladies, à les diagnostiquer, à les prévenir même par le conseil génétique dans les familles, et éventuellement à songer à des traitements. Et puis aussi, c'est intéressant parce que ça a apporté pas mal d'informations en fait de nature fondamentale sur le rôle de tel ou tel élément du corps, en l'occurrence de protéines, et à quoi ces protéines servent dans le fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est la physiologie. Et à vrai dire, j'aime assez le fait que de temps en temps des recherches en fait initialement médicales, appliquées si on veut, ont aussi des retombées cognitives, donc fondamentales. Ok. Ce que vous dites, c'est que au début, ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est la thérapie par le processus que vous avez compris. Exactement. C'est la thérapie génique, c'est une conséquence et en fait presque un produit dérivé entre guillemets qui n'a jamais été absolument au centre de mon intérêt, même si je m'intéresse aussi à la thérapie génique, et qui est une application du fait que pour une série de maladies, on a identifié encore une fois les mécanismes et qu'à partir de là, on pouvait songer à une thérapeutique qui s'est avérée être, pas que d'ailleurs, enfin entre autres la thérapie génique. Ok. L'immunologie, c'est beaucoup plus large que ça? Oui, l'immunologie, c'est la science du système qui est présent dans toutes les espèces vivantes. Même les bactéries ont un système immunitaire pour se protéger contre les autres êtres vivants. Ok. Et donc là, c'est du darwinisme sauvage de sélection, mais ça arrive à quelque chose d'assez complexe. Et oui, ça mélange trois choses fondamentalement. C'est pour ça. C'est ainsi qu'il a été sélectionné dans l'évolution. C'est pour donc se combattre et mettre à distance les autres êtres vivants. Donc en pratique les pathogènes, pour nous les bactéries, les virus, parasites pathologiques. Mais c'est pas que ça. C'est aussi vivre en bonne intelligence avec d'autres microbes, de bactéries à nouveau, des virus. Notre flore. Qui constitue notre flore au niveau de l'intestin, au niveau de la peau par exemple. Ça sont des concepts qui sont apparus plus récemment, mais qui sont tout à fait fondamentaux dans le fonctionnement du système immunitaire, et on n'a pas fini de comprendre ce qui s'y passe. Et puis, troisième aspect, c'est que le système immunitaire, a priori, il n'est pas conçu pour strictement reconnaître des bactéries ou des virus. Il peut pas dire si ça c'est une bactérie ou un virus. Il peut reconnaître n'importe quoi. J'exagère, mais presque. Donc c'est vrai qu'il peut reconnaître nos propres constituants, nous-mêmes. Et ça, c'est pas une bonne idée. Et donc, il y a une part du système immunitaire qui consiste à éviter qu'il s'attaque à notre corps. Et il y a en médecine des maladies de ce système qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est la troisième cause de maladie chronique, c'est pas négligeable, derrière ou de mortalité aussi, derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, l'immunologie, c'est tout ça. C'est passionnant. Donc ce que vous dites, c'est que le système immunitaire, et ça on sait, c'est classique, ça nous protège contre les agents pathogènes. Ça permet aussi de
d'avoir cet équilibre avec notre flore, donc enfin, je sais pas si c'est reconnaître, mais donc de vivre aussi. C'est reconnaître, mais sans être trop agressif. Ok. Donc vivre peut-être en symbiose quasiment avec ces autres micro-organismes. Ouais. Et le troisième point, ce que vous dites, c'est qu'il va aussi, par contre, il a aussi la capacité d'attaquer nos propres cellules. Et ça, c'est ce qui provoque les maladies auto-immunes. Ok. Ok, merci beaucoup. Du coup, la thérapie génique, moi j'ai cru que vous avez expliqué que vous avez trouvé les causes parfois héréditaires et génétiques de certaines maladies. La thérapie génique, j'ai compris que ça consistait à corriger un gène défectueux. Comment est-ce qu'on fait ça dans la... Alors, c'est pas exactement ça. Ça peut être ça, okay, mais on n'est pas tout à fait à cette étape-là. Okay. Pour l'instant, pour l'essentiel... Qu'est-ce que fait la thérapie génique? Pour l'essentiel, ce qui a été fait, c'est corriger une maladie, mais pas corriger un gène. Okay. C'est-à-dire qu'on laisse, pour les maladies héréditaires, oui, donc causées par des mutations de gènes, on ne touche pas aux gènes mutés. En fait, on ajoute dans les cellules, dans le noyau, dans certains cas, dans un chromosome, parfois en dehors du chromosome, ça dépend de la technique qui est utilisée, on ajoute une copie normale du gène. Donc c'est pas idéal. Ce serait beaucoup mieux de faire, on va dire, une chirurgie du gène où on enlève la mutation, on remplace par une séquence normale. Okay. On approche petit à petit de ces approches, de cette façon de faire, mais ce qui a pu être fait pour les 25 dernières années, en gros, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on ajoute une copie normale du gène, mais qui n'est pas au bon endroit, ce qui peut éventuellement être problématique. Mais pour certaines maladies, ça marche. Donc concrètement, l'ADN, c'est dans les chromosomes. C'est dans les chromosomes. Dans le noyau. Ça veut dire que vous ajoutez. Alors comment? Ouais, après il faut discuter comment. Ouais, mais même avant du comment, ça veut dire que vous ajoutez, donc vous augmentez un tout petit peu le génome de quelques. Oui, si on veut, oui, on ajoute un petit quelque chose. Vous ajoutez un petit tout petit. Ça représente. Par rapport à vos 3 milliards de paires de bases du génome, on en ajoute quelques milliers. Ok. Ok. Et donc là, et comment vous faites ça concrètement alors? Il faut arriver à faire pénétrer cet ADN dans le noyau des cellules. D'abord dans la cellule, puis dans le noyau de la cellule. Ce qui est pas évident. Parce que l'ADN ou l'ARN qu'on va éventuellement utiliser n'entre pas spontanément dans les cellules pour des raisons de charge électrique. Donc, il faut un système de transport. Et le monde du vivant a inventé, si je puis dire, le système de transport que sont les virus. Les virus sont des parasites de nos cellules. Ils ne peuvent pas se développer en dehors d'une cellule. Donc, ils sont armés de systèmes qui permettent de pénétrer dans les cellules et éventuellement dans le noyau. Donc, en fait, on les utilise comme un cheval de Troie, si vous voulez. Donc, ce virus est complètement désossé pour éviter qu'il provoque une maladie. Mais on en utilise ses propriétés. Je franchis la membrane cellulaire et éventuellement, je fais en sorte que le matériel génétique, il arrive jusque dans le noyau. Donc, il y a plusieurs virus qui permettent de faire ça. On utilise en fonction du type de cellules, de tissus qu'on veut cibler. Ok. Et le virus, il contient que la partie ADN de ce gène, un peu plus. Vous prenez le gène du patient, que l'ADN du patient que vous transformez puis vous donnez dans le virus. Non, c'est l'ADN synthétique. C'est un peu très facile de synthétiser des petits morceaux d'ADN ou d'ARN. Il y a rien de plus simple. Donc ça, c'est du bricolage qui se fait au laboratoire. On coupe, on colle. C'est vraiment ça. Techniquement, en fait, c'est assez simple. Vous collez les paires de bases. Les petits bouts, voilà, exactement. Ouais. On les insère dans le matériel génétique d'un virus donné qu'on a cultivé au préalable, qu'on a modifié pour qu'il puisse pas se répliquer, etc. Enfin bon, je vais pas rentrer dans trop de détails. Non, mais c'est un peu de la cuisine, quoi. C'est un peu de la cuisine. C'est une cuisine, il y a des recettes. Au sens propre, nous, on appelle ça des protocoles, mais dans les faits, ce sont des recettes. Ce sont des recettes. Ouais. Et donc c'est l'origine. Le matériel génétique qui nous intéresse, il est synthétique, mais il n'y a pas strictement que ça. Il faut aussi une séquence qui permet que ce gène puisse être transcrit en ARN une fois dans la cellule. Donc, ça s'appelle un promoteur. C'est une séquence sur laquelle viennent se fixer des enzymes qui copient l'ADN en ARN. Ok. Donc, en termes de matériel génétique, c'est presque tout. Il y a des petites choses en plus. Je vais pas entrer dans les détails. Et puis, ensuite, il y a le virus. Il y a toutes les protéines du virus qui sont là. Mais, dans ce virus, par exemple, il n'y a pas les gènes qui permettraient au virus de fabriquer de nouvelles particules virales. Il peut pas. Il est défectif. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Comment, une fois que vous arrivez à faire passer cet ADN qui se transforme en ARN, comment est-ce que la cellule va dire ça, je l'inclus dans mes chromosomes? C'est comme ça que ça se passe et ensuite la cellule va se répliquer? Dans une des deux façons de faire la thérapie génique, ça se passe comme ça. Ok. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on utilise des virus qui, physiologiquement,
sont capables d'induire l'intégration de leur matériel génétique dans les chromosomes. Ce sont les rétrovirus, virus du sida. Oui. Donc on utilise aujourd'hui pour faire des thérapies géniques. Les virus qui ont cette capacité. Ils ont cette capacité parce que il y a plusieurs étapes. Une étape en fait, ces virus, leur matériel génétique, c'est de l'ARN, mais ils ont une enzyme qui rétrotranscrit, c'est le terme est un peu compliqué, mais rétrotranscrit l'ARN en ADN. Donc on se retrouve avec un morceau d'ADN. Et ce morceau d'ADN, avec des séquences particulières, permet ce qu'on appelle une recombinaison. Autrement dit, ça casse, et ça insère, et ça colle. Et ça colle, ok. Voilà. C'est exceptionnel. Donc la nature a apporté via des rétrovirus, il y a différents types de rétrovirus, cette capacité d'intégrer des gènes ou des morceaux d'ADN, peu importe, au sein du génome. Ok. Donc une fois qu'on fait ça, l'individu qui avait sa maladie génétique voit son gène modifié, voit son génome modifié. Cette maladie s'en va ou si il faut cibler, il faut le faire dans les bonnes cellules. Ok. Moi, j'ai travaillé sur les pathologies du système immunitaire, donc les cellules du système immunitaire, les globules blancs schématiquement, ils proviennent de la moelle osseuse. Okay. Donc dans notre moelle osseuse, nous avons ce qu'on appelle des cellules souches qui en permanence donnent naissance tous les jours à tous les globules qui sont dans notre sang, les rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et donc la moelle osseuse, c'est une espèce d'usine à fabriquer les cellules sanguines. Donc par contre, les cellules de la peau ou du cerveau n'utilisent pas ce gène, en général, des exceptions. Donc ce qu'on cherche, c'est cibler les bonnes cellules. Donc dans le cas des maladies sur lesquelles j'ai travaillé, on cible les cellules de la moelle osseuse et on le fait, ce qu'on appelle ex vivo, c'est-à-dire qu'on prélève de la moelle osseuse du patient. Ça, on sait le faire depuis très longtemps, parce qu'on fait des greffes de moelle osseuse depuis 60 ans qui sont fondées sur ce principe. Sous anesthésie, on peut prélever au sein des os, dans la moelle osseuse, ces cellules. On prélève pas que les cellules souches, mais l'ensemble des cellules. Donc ces cellules, elles sont au laboratoire. On va les mettre en contact avec le virus. Dans certaines conditions, elles vont s'infecter. C'est une infection, mais qui va induire l'intégration dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, ça se fait assez vite. En 24-36 heures, on peut faire ça. Au début, c'était plutôt 4-5 jours, mais ça a été réduit longtemps. Et ensuite, les cellules sont réinjectées, comme une transfusion. Il n'y en a pas beaucoup de cellules, mais par voie intraveineuse. Et ces cellules, elles ont des systèmes de code qui leur permettent de retourner dans la moelle osseuse. Elles retournent dans la moelle osseuse. Et après, elles travaillent, elles font leur boulot, parce que cette fois-ci, l'anomalie est corrigée à peu près. On a vu que c'était pas parfait, mais c'est pas mal. Et donc le gène qui n'était pas normalement exprimé est maintenant exprimé, et la protéine qui est le résultat de ce gène est présente, et la fonction, etc. Et ça permet de corriger une maladie. À chaque fois que je parle de biologie, je trouve ça tellement magique. Non, c'est pas magique du tout. Non, c'est pas magique. Ça peut être, vous pouvez être fasciné, mais c'est pas magique du tout, parce que tout ça est totalement rationnel. C'est d'une logique infernale. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce que vous dites. Il n'y a pas de miracle ou de magie. Non, il n'y a pas de miracle. Le sens des mots, je comprends dans quel sens vous l'utilisez, mais pour les gens qui écoutent, c'est mieux pour les choses. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, ok. Et peut-être que je vous poserai des questions sur ça à la fin. Donc, vous pouvez modifier finalement en fait. Vous pouvez. Est-ce que ça, pardon, j'ai une question. Est-ce que c'est héréditaire? Si j'ai cette maladie génétique, que vous modifiez mon gène, est-ce que mes enfants auront le gène défectueux ou auront Ils auront le gène défectueux parce qu'on a corrigé les cellules de la moelle osseuse, pas les gamètes. Ah oui, c'est vrai. Donc non, c'est un point important, parce que ce qu'on fait, c'est ce qui est autorisé, ce qu'on appelle une thérapie génique somatique, dans le cas présent des cellules sanguines, mais ça peut être pour d'autres maladies, le foie, le cerveau, etc., l'œil, le muscle, mais on touche pas aux gamètes. Si on touchait aux gamètes, ce serait une thérapie génique germinale, et donc effectivement, la modification serait transmise à la descendance. Et ça, on le veut pas. On le veut pas pour de très bonnes raisons. Quelles sont ces raisons? Vous n'êtes jamais complètement sûr de pas faire de bêtises, c'est-à-dire d'induire des événements de remaniement chromosomique ou que sais-je. Si ça arrive sur une cellule dans le corps, bon, on s'en fiche un peu, mais en général, si ça arrive sur un spermatozoïde ou un ovocyte pour une fille, vous pouvez donner naissance à un enfant avec une maladie. Grave, même. Et par ailleurs, même sans aller jusqu'à ces situations un peu dramatiques, est-ce qu'on est en droit de modifier le génome d'êtres
futur. Bon, ça, des Si on questions commence à éthiques un rentrer peu compliquées. là-dedans. Non, mais c'est un sujet parce qu'il y a des gens un Chinois là, qui a fait du bruit il y a quelques années avec une technique un peu différente. Il a cherché à rendre ce qui était stupide par ailleurs des embryons et donc des futurs bébés résistants au sida. Mais éthiquement, c'est juste totalement inacceptable. Il a fait 3 ans de prison quand même, le monsieur. Ah bon? Ça. Ouais. Pourquoi c'est inacceptable éthiquement? Je comprends qu'il y aurait des effets secondaires, mais dans l'idée de dire voilà, c'est quand parce que c'est stupide parce que c'est pas comme ça qu'on se prévient du sida. Sur la démarche, là, on n'était vraiment pas dans la science. C'est vrai que pour le sida, en effet. Ouais. Deuxièmement, c'est les questions que je viens d'évoquer, et il n'avait pas les autorisations pour se faire. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on ne manipule pas des gamètes. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique germinale sur l'œuf ou sur les gamètes est absolument interdite. Donc il a franchi cette barrière d'interdiction. Donc ça dépend. Qu'est-ce qu'on peut guérir comme maladie avec cette thérapie génique? Alors est-ce qu'on guérit? D'abord, c'est possible, mais on n'a pas un recul. Enfin, un recul maximum 25 ans, ce qu'on sait pas mal. Okay. Mais ça dépend des maladies. Il y a des maladies où sans doute on est proche de la guérison, d'autres où on est dans l'amélioration permanente, transitoire. Autant de maladies. Aujourd'hui, il y a à peu près, en termes de maladies génétiques, une vingtaine de maladies pour lesquelles la thérapie génique a démontré son efficacité, guérison ou amélioration. Donc il y a des déficits immunitaires, il y en a plusieurs. Il y a aussi, pour ce qui est toujours de la moelle osseuse, il y a les maladies des globules rouges, cette fois-ci, comme la thalassémie ou la drépanocytose, qu'on peut améliorer par ces techniques. Il y a quelques progrès récents par une technique légèrement différente. Après, il y a des maladies métaboliques où on passe aussi par la moelle osseuse. Et puis après, il y a d'autres types de maladies, des maladies génétiques de l'œil, où en fait, cette fois-ci, c'est une autre technique qui est utilisée. En fait, on injecte in vivo un virus qui n'est pas le même virus. C'est pas le rétrovirus dont je parlais tout à l'heure, derrière la rétine. Et un petit décollement de rétine. Et là, le virus va infecter les cellules d'une certaine couche de la rétine et corriger une maladie génétique de la rétine. Et donc, les cellules de la rétine vont être modifiées et donc fonctionner ou survivre mieux qu'elles ne le faisaient avant. Donc voilà, il y a quelques maladies de l'œil ainsi. Il y a des maladies qui sont liées aux cellules du foie, comme les hémophilies, une pathologie où les gens saignent puisqu'ils ont un problème de coagulation. Donc, à nouveau, ça se passe par voie injection intraveineuse et avec des virus qui infectent beaucoup de cellules, mais on utilise un système qui fait que le gène ne s'exprime que dans le foie. Il y a d'autres maladies métaboliques du foie. Il commence à y avoir des maladies neuromusculaires aussi. Ouais. Bon, petit à petit, c'est pas encore énorme. C'est 20 maladies parmi des maladies génétiques, il y en a 7 ou 8 000, donc ça fait pas beaucoup. Mais bon, ça sert au moins de modèle pour d'autres. Et puis, il y a une autre extension de la thérapie génique, et cette fois-ci en traitement des cancers, avec la technique dite des CAR T-cells. On modifie les lymphocytes, donc les globules blancs du patient. On les arme pour se battre, pour se défendre contre certains types de cancers, qui sont les leucémies. Et ça marche pas mal. Et donc là, c'est quand le patient a déjà une leucémie? Oui, bien sûr, oui. Okay, ouais, il a la maladie. Oui, sinon on fait ça. Ok, merci. Qu'est-ce que vous voyez comme futur, peut-être, de la thérapie génique? Est-ce que on va juste continuer à trouver d'autres maladies, à réussir à traiter, en tout cas améliorer et guérir, ou guérir d'autres maladies héréditaires? Ou est-ce que vous voyez d'autres il faut améliorer les techniques ou les rendre plus performantes. Ouais. Okay. Corriger plus de cellules, par exemple, faciliter les choses, par exemple, en automatisant toute la procédure qui est un peu lourde, même si c'est déjà simplifié. Mais surtout, on l'évoquait tout à l'heure, quand on a commencé à parler de thérapie génique, c'est de faire une thérapie génique qui est plus physiologique, c'est-à-dire, pour ce qui est des maladies génétiques, vraiment faire de la chirurgie du gène, c'est retirer la mutation. Et bon, il y a des systèmes qui sont fondés sur les ciseaux moléculaires type CRISPR-Cas9 qui s'en approchent. C'est pas encore tout à fait au point. Je sais pas. CRISPR, on peut le faire dans le corps humain ou pour l'instant c'est à l'extérieur? Ouais, on le fait, mais on peut envisager les deux. Ouais. Là aussi, ex vivo, in vivo. Ex vivo, par exemple, sur les cellules à moelle osseuse, comme on parlait tout à l'heure. In vivo, en vectorisant ces CRISPR et, enfin, ce qu'il faut, quoi. J'explique un peu les détails. Soit par des virus, soit des particules, des nanoparticules lipidiques, les mêmes qui ont été utilisées, ou à peu près les mêmes, pour la vaccination contre le Covid, par exemple. Il y a plusieurs systèmes qu'on peut envisager.
pour vectoriser les. Donc c'est probablement la voie d'avenir la plus intéressante, même si tout n'est pas. Il y a encore des nœuds technologiques à résoudre. Et du coup, ça élargirait les applications. D'abord, sûrement aux maladies génétiques, ça c'est sûr. Peut-être dans le domaine du cancer, peut-être un jour pour les maladies dégénératives. Et je travaille sur le de Parkinson, par exemple. Ouais. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est flou. Ouais. Et de façon plus globale, je sais pas si la médecine est en train de transformer. Moi, je vous disais, ma fiancée maintenant est en médecine, et ils se rendent compte quand même que les parcours, enfin ce qu'on leur apprend évolue. La technique change. Ils apprennent bien sûr, mais en fait, ils intègrent beaucoup plus la partie humaine, la partie psychologique, la partie prévention. La médecine, c'est les deux. Ouais. S'il n'y a pas des techniques sophistiquées, moins sophistiquées en tous les cas, qui proviennent de la recherche et de la biologie, il n'y a pas de médecine. Si on peut caricaturer, c'est pas ce qu'il faut, mais il vaut mieux un médecin inhumain mais compétent qu'un médecin humain mais incompétent. Évidemment, ce qu'on veut, c'est un médecin humain et compétent. Mais il faut les deux. Donc c'est absolument essentiel dans les études de médecine. Il faut les deux. Il faut d'une part acquérir les connaissances adéquates pour diagnostiquer et traiter les gens, et puis ça évolue à toute vitesse, et l'intelligence artificielle est en train de modifier de toute façon assez forte. Et puis il faut effectivement apprendre à se comporter de façon humaine, l'empathie, l'écoute des patients, qui est une dimension essentielle de la médecine. Vous l'avez appris ça à travers votre expérience, c'était inné ou inné, à l'époque, parce qu'à l'époque, je sais que c'était nettement pas du tout, je dirais pas. Ouais. Enfin, c'était pas structuré de façon claire à la faculté. Maintenant, en tant qu'étudiant en médecine à l'hôpital, en fonction des médecins sur lesquels on tombait en termes d'enseignants, il y avait des gens qui savaient moi j'en ai rencontré qui étaient très bien et qui avaient réfléchi à ces questions et nous expliquaient bien, montraient même directement le travail pratique, je dirais, face à un patient. Comment il fallait se comporter. Ok. Merci beaucoup. Et je sais pas si je vous parle tout de suite du vaccin ou pas. Si, si. Ça arrive. Avant, vous êtes lancé quand même dans la partie recherche. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez fait ce choix, ou c'est un choix qui s'est un peu imposé à vous? Le fait de faire la recherche? Ouais. Plutôt d'être médecin. Mais j'ai été les deux. Ouais, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ça, c'était un choix initial. Enfin, dès le jour où j'ai envie de faire la médecine, donc par mon adolescence, je sais pas. Je savais que je voulais faire, si je faisais la médecine, si je pratiquais la médecine, soigner les gens, je voulais en même temps essayer de faire en sorte qu'on progresse dans la compréhension des maladies que je soignais et dans le traitement, si c'est possible. Pour moi, les deux sont liés de façon inextricable. Et donc, j'ai la chance absolue, c'est que j'ai pu faire ça toute ma vie. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous vouliez être dans le soin et en même temps, vous vouliez participer à l'amélioration de ce soin, quoi. C'est de la curiosité, c'est de la conviction que c'est indispensable, que pour moi c'est logique. Un médecin doit faire les deux. Oui, après c'est pas toujours facile et pas toujours possible. C'est deux métiers quand même très. C'est sûr, ce sont deux métiers. Il y a des points communs mais relativement différents, donc ça implique une double formation. Donc c'est long. Il faut s'accrocher, c'est beaucoup de travail. C'est mieux organisé aujourd'hui que ça l'était il y a 40 ou 50 ans, mais enfin, il faut une double formation, une formation médicale et une formation scientifique, ça c'est sûr. Mais après, même si c'est beaucoup de travail, je pense que c'est une condition d'exercice de la médecine au sens large du mot qui est assez extraordinaire. Parce qu'il ne pourra passer du patient au laboratoire autour pratiquement d'une même question. En décembre 2020, vous avez été nommé pour coordonner la stratégie vaccinale par l'État, et donc vous m'expliquiez que finalement, votre travail, c'était de les conseiller sur la vaccination elle-même, sur la stratégie, mais aussi sur la communication. Contre le Covid, pardon. Déjà, comment ça s'est passé? Comment vous avez pris cette demande? Vous étiez... En fait, ce qui s'était passé d'abord, je suis immunologiste, donc l'immunologie et vaccination, même si je n'étais pas spécialiste de la vaccination, mais au préalable, en 2016, ça fait 4 ans avant, j'avais été déjà appelé dans la ministre de la Santé de l'époque pour réfléchir sur la question de la vaccination des nourrissons,
qui était en train petit à petit de s'effriter en France. Donc avec des collègues, on a travaillé sur cette question, on a fait des recommandations qui ont abouti, et avec succès, j'en m'en réjouis, à la vaccination obligatoire contre les 11, aujourd'hui maintenant ça va monter un tout petit peu, mais les valences des vaccins qu'on administre aux nourrissons pour les protéger contre une série d'infections. Donc j'avais un peu passé, si je puis dire, de pratique, de réflexion de santé publique sur la vaccination. C'était la première fois en 2016 ouais. que vous faisiez une réflexion comme ça? Ouais. Okay. Et donc, je pense que ça a compté dans le fait que le gouvernement m'ait appelé en 2020, sachant que j'avais ce précédent derrière moi. Et comment ça a été, le travail intellectuel de passer du patient à la recherche et en fait à prendre du recul? Peut-être que c'était... Ça, c'est un truc avec l'âge, ça vient un peu naturellement. Okay. Et puis, on fait pas ça tout seul. On est un groupe de personnes avec des compétences et des réflexions complémentaires, des médecins, des chercheurs, des spécialistes des sciences humaines et sociales, des praticiens de terrain, pharmaciens, médecins, infirmiers, qui apportent des éclairages distincts, mais qui sont nécessaires pour mener une réflexion utile de conseil. Ok, merci. Et qu'est-ce qui a été... Je vais peut-être vous poser des questions de façon un peu naïve, même si j'ai parlé avec Jeanne avant qui m'a un peu... qu'est-ce qui a été bien fait et ensuite qu'est-ce qui a été mal fait dans cette... Sur la vaccination. Ouais, dans cette campagne sur le Covid. Globalement, si on regarde les résultats, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. C'est pas mal, puisque plus de 9 Français sur 10 âgés de plus de 12 ans a reçu une vaccination contre le Covid. Et les estimations qui ont été faites, c'est des estimations, c'est pas précis, mais c'est que cette vaccination a sauvé beaucoup de vies, a évité beaucoup d'hospitalisations qui auraient rendu la vie hospitalière complètement chaotique, comme elle l'a été un tout petit peu au début. Donc c'est plutôt un succès. C'est pas un succès complet parce qu'il y a quand même eu des échecs relatifs. On n'a pas vacciné tout à fait assez les personnes les plus âgées, qui étaient les plus fragiles, les plus vulnérables. Il y a à peu près 10% des personnes âgées de plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinées, parce qu'elles en règle souvent des personnes seules et un peu à distance du monde de la santé, mais qu'on n'a pas réussi tout à toucher. Parmi les personnes en situation de précarité aussi, il y a eu des échecs. C'est compliqué si vous pensez aux gens qui vivent dans la rue, c'est pas simple. Il y a beaucoup de problèmes par ailleurs. On en a réussi à en vacciner pas mal, mais quand même, il y en a qui n'ont pas été vaccinés. Et puis, ensuite, il y a ce qui s'est passé dans les DROM, comme on dit aujourd'hui, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. Et dans la Réunion, un peu la Réunion, mais moins, et la Guyane. Là-bas, dans ces territoires, il y avait une réticence très forte contre la vaccination. Pour un tas de raisons qu'on n'a pas réussi vraiment à combattre. Et donc, la population s'est peu vaccinée et on a payé cher le prix. Très cher. Ça s'est vu instantanément dans les services qui avaient été débordés. Oui, il y a eu, peut-être vous vous souvenez, il y a eu je crois que c'était j'ai oublié le moment précis, mais il y a eu une vague terrible de Covid dans les Antilles, au moins 2 fois, où les services hospitaliers étaient complètement débordés. Ils l'ont fait, transférer les patients en métropole. Enfin, mais c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Non, Donc, en fait, c'est marrant parce que moi, quand vous m'avez parlé de ça, je me suis dit, on va parler des antivax. En fait, Jeanne m'a dit tout de suite, en fait, les antivax, c'est ridicule par rapport à tout ce qui a été fait. Mais néanmoins, je pense que ça, on parlait de la recherche, de la relation entre les médias, la science, la population. Quelle a été la stratégie de communication pour se dire, il y a toujours eu une réticence contre le vaccin? Oui, bien sûr. Il y a même les enquêtes d'opinion au début, en 2021, janvier 2021, indiquaient que pratiquement la moitié de la population se posait des questions. Ce qui est par ailleurs légitime. C'est ce que j'allais dire. On a le droit de se poser des questions. On se dit... Il faut juste apporter des réponses. Et des réponses honnêtes. Donc, c'était pas complètement évident d'arriver à vacciner l'essentiel de la population. Donc, il y a eu plusieurs étapes. En fait, la vaccination s'est faite progressivement. Il n'y avait pas assez de doses de vaccin initialement. Mais d'une certaine façon, ça a aidé. Parce que, donc, il y a eu des cercles concentriques en partant des patients, les sujets les plus à risque, personnes très âgées, personnes malades. Et puis, petit à petit, ça a été étendu à toute la population. Mais les personnes, les premières vaccinées, elles ont
montrer dans leur entourage que ça leur avait pas posé de problème d'être vaccinés. Bon, un peu de fièvre, ok, mais rien de spécial. Comme le Covid. Beaucoup moins que le Covid. Pour les personnes âgées, ça n'a rien à voir. Et que, bon, ouais, elles étaient protégées en grande partie, parfaitement, mais quand même bien. Et donc, je pense qu'il y a eu un effet de percolation de l'intérêt de la vaccination, d'une part. D'autre part, on joue un rôle très important, les personnels de santé, parce qu'en fait, les gens, quand ils se posent des questions, le premier, dans le domaine de la santé, le premier interlocuteur, c'est leur médecin traitant. Donc, les médecins traitants ont joué un rôle là, il fallait qu'ils soient correctement informés, etc., mais ce qui a été fait dans l'ensemble. Et ces médecins ont joué un rôle très important pour convaincre leurs patientèle de bien vouloir se faire vacciner. Donc, il y a eu tout comme ça, toute une série d'événements. Et puis après, il y a eu l'organisation qui a été massive. Il y a eu des jours en printemps 2021 où il y a eu jusqu'à 900 000 personnes vaccinées en France. Colossal. On vaccinait chez les médecins, on vaccinait chez les pharmaciens, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les vaccinodromes, par exemple le stade de Marseille et plein d'autres d'endroits importants où on pouvait mettre beaucoup de gens. On servait à vacciner avec beaucoup de volontaires et de gens qui se sont engagés pour vacciner. Ok. J'ai compris quelque chose, je sais plus si c'est à ce moment-là ou un peu plus récemment, mais quand on apprend le vaccin à l'école, on nous explique que Louis Pasteur, en fait, on vous met, j'ai vraiment caricaturé, mais on vous met une microbe, votre corps le reconnaît, et ensuite, quand le microbe arrive, vous êtes mieux protégé. Donc, on vous explique que le vaccin, il est fait pour vous protéger, vous. Et en fait, c'est en parlant avec Jeanne, elle me dit, mais en fait, le vaccin, dans plein de situations, le rôle n'est pas de vous protéger vous, mais de protéger les autres et de protéger ceux qui sont à risque. Les deux. Les deux. C'est les deux notions sont justes. Et elles interviennent à des degrés divers en fonction des maladies infectieuses. Ouais. Mais les deux notions sont importantes. Le fait qu'effectivement, en vaccinant, on se protège et on protège les autres, donne une dimension collective à la vaccination et justifie, par exemple, pour le cas des nourrissons, mais aussi pour les professionnels de santé dans le cadre du Covid, de rendre obligatoire la vaccination pour protéger les autres. Mesures de santé publique. C'est pas vrai pour tous les vaccins. Il y a quelques maladies infectieuses, on se protège que soi, pas les autres. Mais pour le Covid, c'est entre les deux. Okay. Ça réduit la transmission du virus pendant un temps un peu bref, mais quand même, c'est pas tout à fait négligeable. Pour certains virus, c'est quasiment parfait. La rougeole ou l'hépatite B. On protège soi-même et on n'affecte pas les autres, ou HPV, les papillomavirus qui donnent les cancers du col de l'utérus, ça marche très bien. J'ai entendu que, c'est Jeanne encore qui me disait que ça allait être obligatoire même pour les hommes, le HPV. Non, pas obligatoire, mais recommandé. Pour l'instant, c'est recommandé. C'est pas encore tout à fait satisfaisant parce que la fraction sont les jeunes prêts avant le début de la vie sexuelle. Et c'est le moment où la vaccination est recommandée, ce qui est logique. Et donc ça commence par les filles, mais les hommes aussi, parce que les hommes protègent les filles si elles sont vaccinées. Puis autrement, il y a aussi des cancers chez l'homme, qui est HPV. Et donc ça a débuté il y a 2-3 ans chez l'homme en France, enfin les garçons, et le taux de couverture est pas encore suffisant, mais on peut espérer que ça monte avec le temps. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de rendre ce vaccin obligatoire, que la recommandation suffise. Et donc, tout à l'heure, vous disiez, je comprends la question ou même la réticence à se faire vacciner. Pour vous, elle peut venir en douche. Et une fois qu'on a dit un peu tout ça, qu'est-ce qui fait que des gens se révoltent contre cette vaccination? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, là, encore une fois, la réticence, elle est légitime. Il peut y avoir aussi de la peur, mais tant qu'on ne sait pas. Après, pour la grande majorité des gens, après une explication adéquate, ce problème est levé et voilà, tout va bien. Maintenant, il reste une minorité de gens à des degrés divers qui sont réticents, essentiellement parce que ils sont en situation de peur et de défaut de confiance à l'égard des autorités de santé, voire politiques. Il y a un très fort lien, une corrélation très forte entre les gens qui sont en opposition très très forte avec les gouvernants et la vaccination. C'est le manque de confiance en la politique qui est défaut de confiance, et ensuite donc se réfugient sur les réseaux sociaux avec beaucoup à cela, dans des groupes où ils pensent tous pareil, donc qui donnent un biais de confirmation et qui les enferment dans ces situations dont il est difficile de sortir. Est-ce que
enfin, comment est-ce que vous répondiez au début à la question de mais un vaccin, ça met 10 ans à sortir, pourquoi est-ce que celui-là en un an, comment est-ce qu'on est sûr? Est-ce que c'est en fait la réponse est simplement, bah en fait, si nous on a vu sur, je sais plus, c'était 2000 ou 10 000 patients, mais qui avaient très 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 peu d'effets secondaires, qui étaient très efficaces, et donc en fait la balance bénéfice-risque est largement positive, ou est-ce qu'il y a d'autres Non, effectivement, c'était d'une certaine façon troublant qu'en moins d'un an, les vaccins ont été mis en œuvre. Ce qui est une prouesse. Donc, l'explication, c'est de dire comment ça va marcher en un an. C'est une prouesse. C'est une prouesse double ou triple, prouesse scientifique. Ok. Parce que les scientifiques mobilisés ont réussi et en plus à utiliser des nouveaux vaccins, enfin, fondés sur 60 ans de recherche au préalable, hein, mais enfin, on y au point, c'est fondamental, plus appliqué. Ça, c'est l'aspect scientifique. C'était une prouesse d'ordre financière, parce que en fait, c'est essentiellement l'État américain, un petit peu l'Allemagne, l'Europe, mais ont mis sur la table, en gros, pour ce qui est des États-Unis, 10 milliards de dollars pour les industriels, pour leur permettre d'aller très très vite. Ne pas, d'habitude, quand un industriel développe un vaccin, on passe d'abord le design, des tests précliniques, des tests sur les animaux. Et si tout ça fonctionne correctement en termes de sécurité et d'efficacité, et après on passe à des essais cliniques chez l'homme, d'abord des deux phases, phase 1, phase 2, où on teste essentiellement la tolérance, et puis après les phases 3, avec une étude où on tire au sort de soit on a le vaccin, soit on a le placebo, et on voit le résultat, puis après, une fois qu'on a ça, on produit en très grande quantité de vaccins. Toute cette chaîne, c'était dans le temps 10 ans, maintenant ça a quand même été réduit à 4-5 ans, mais là, c'était fait en un an, tout. Mais c'est fait en un an parce que les industriels, en fait, ont été mis en situation, ils prenaient pas de risques financiers, parce que le gouvernement américain, pour l'essentiel, leur a donné tout l'argent nécessaire. Donc, ils ont tout fait en même temps. Parce qu'il y avait aucun risque. Et au pire, ils rataient, ils perdaient pas. Il n'y a pas de risque financier. Ok. Et donc, c'est aussi qu'un succès politique, parce qu'il a fallu organiser tout ça, mais c'est vraiment remarquable, parce qu'en fait, même si c'est peu en un an, toutes les étapes ont été, tous les tests réglementaires de sécurité ont été faits. Je peux dire que ça a été épluché par les autorités de façon très très stricte. Les essais cliniques ont été faits comme il faut sur jusqu'à 40 000 personnes, mais on pouvait avoir une réponse assez vite. Ensuite, la protection et la production se faisait en même temps. On n'a pas attendu d'avoir les résultats pour produire les vaccins. Donc c'est ça qui explique que ça a été vite. Donc en fait, la réponse à votre question, c'était d'expliquer cela. Ok. Moi, c'est une explication typiquement. C'est la première fois que je reçois à ce niveau-là. Et pour la grande majorité des gens, c'était satisfaisant. Après, il y a toujours des gens réticents. Mais voilà, l'explication, elle est là. Et heureusement que ça s'est passé comme ça. Si le vaccin était venu 5 ans après, c'est pas... en France, il y a eu 160 000 morts. C'est pas 160 000 morts qu'on aurait eu, c'est beaucoup plus. Et sans doute des confinements beaucoup plus longs. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je suis content d'avoir la vue un peu plus d'ensemble. C'était pas votre première fois dans la politique, mais qu'est-ce que vous avez appris entre cette fois-là et la fois d'avant de jongler entre le monde politique, le monde scientifique? Comment vous avez vécu C'était assez intense. Il faut apprendre à parler aux politiques. Il faut établir une relation de confiance. Ça veut dire un discours. Être disponible, parce qu'il faut parfois répondre rapidement. Essayer de dire ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, les incertitudes. Sur une situation comme ça, aiguë, de crise, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais il faut jouer le jeu. Et si les politiques de leur côté sont à l'écoute, ça peut se passer comme il faut. Donc ça, c'est plutôt pas mal placé dans l'ensemble. Ok. Est-ce que vous avez appris des choses que vous aviez jamais appris avant dans votre vie? J'ai appris, d'une part, j'ai appris sur la vaccination, plein de choses, forcément. Non, j'ai appris comment fonctionne une partie, disons, du monde politique, mais aussi comment fonctionnent les médias, parce qu'il y avait, la communication était très importante dans cette histoire. Ouais. Merci. Comment j'aimerais ensuite, on avait parlé de recherche la dernière fois. Et avant que vous nous parliez un peu de vos préoccupations, de la partie recherche dans la société, comment vous définissez-vous la recherche? Définition de la recherche. Scientifique, on est d'accord. Ouais, scientifique. Recherche. Oui, on peut chercher la recherche scientifique, en effet. Ici, la recherche scientifique, c'est la mise en œuvre d'action, de réflexion et d'action pour faire progresser les connaissances.
Okay. Simplement. Donc c'est la sur la progression nature, du sur notre environnement. Après, cette recherche scientifique, ces résultats peuvent être de nature tout à fait fondamentaux, c'est la compréhension des grands mécanismes, de pourquoi il y a des trous noirs dans l'univers, etc., etc. Et puis, au-delà des connaissances strictes, fondamentales sur la compréhension de notre monde, de la nature, on peut de temps en temps appliquer ces connaissances avec des retentissants sur notre vie pratique en santé, bien en parler, avec la vaccination, mais aussi on a des téléphones portables, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont compris qu'on a des lois de la physique et on a des moyens de transport, etc., etc. Pas que les choses toujours très positives, mais enfin, voilà. Et donc elle est pas toujours. Enfin, en fait, concrètement, on sait qu'elle est pas toujours avec un objectif de précis derrière. Elle peut être juste la recherche fondamentale. La question, la question fondamentale, elle peut être très précise. Hein. Ouais. Un chercheur, il élabore une question. Il pose une question et ensuite il va chercher quels sont les moyens par lesquels il peut répondre à la question. Donc, dans le domaine de la biologie, ça va être essentiellement expérimental. Puis après, il va interpréter ses résultats. Mais d'abord, il élabore. C'est la partie la plus difficile. En fait. C'est élaborer la question. Mais que ça soit, alors peut-être une question appliquée, je veux développer un vaccin. Donc, ok. Après, comment je fais, etc. Mais là, si j'ai envie de me poser la question, je ne sais pas, comment se fait-il, pour revenir à une chose qu'on a discuté tout à l'heure, que nous n'avons pas tous des maladies auto-immunes. Donc, comment fonctionne le contrôle du système immunitaire? C'est une question absolument fondamentale. Dans deux sens du terme fondamental, d'ailleurs. Donc, je décide éventuellement de me poser cette question. Ouais. Et ensuite, je me dis, comment je vais essayer de répondre à cette question, quel modèle je vais utiliser, etc., etc. Ok. Et dans les grandes mailles aujourd'hui en France, comment est articulée la recherche? Quels sont les... Je n'ai même pas envie de parler d'organismes, parce que c'est peut-être pas ça qui est intéressant, mais c'est qui fait de la recherche et à quelle fin? Il y a, comme dans tous les pays du monde, il y en a où il y a une recherche scientifique, il y a des chercheurs fondamentaux dans les différents domaines. Les mathématiques, c'est un peu plus fondamental. Ce que vous appelez fondamental, c'est vraiment sur des domaines peut-être très théoriques. Pour les mathématiques, oui, ouais. Mais non, c'est pas que théorique. Okay. Là, il y a la physique expérimentale, la chimie, elle est très expérimentale, la biologie est expérimentale, l'informatique, elle est expérimentale. Donc, il y a beaucoup de sciences expérimentales dans la recherche fondamentale. C'est pas que de la théorie. Ok. Mais aussi la théorie. Donc, il y a ces recherches fondamentales qui sont avec plein d'organismes, et ensuite, cette recherche... CNRS en particulier, pas exclusivement, mais surtout CNRS. Et ensuite, puis, il y a recherche appliquée, mais dans plein de domaines. L'informatique, l'intelligence artificielle, des gens qui essayent de faire des ordinateurs quantiques. Ça marchera, mais voilà. On est d'applications, applications médicales, réfléchir à comment combattre le réchauffement climatique, etc., etc. Ok. C'était quoi vos préoccupations sur le statut de la recherche dans la société, sur la manière dont elle est perçue aujourd'hui? Voilà. La recherche, pour moi, la recherche scientifique est c'est consubstantiel de l'homme, de tous les temps. L'homme a cherché à comprendre son univers. Au sens de recherche de la vérité et de la compréhension. Comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi, pourquoi il y a un orage, des éclairs, pourquoi un objet tombe si on le lâche, pourquoi il tombe par terre. L'homme s'est toujours posé ces questions, puis progressivement les connaissances ont été acquises. Donc je pense que le moteur principal de la recherche, c'est de faire progresser les connaissances. Et qu'une société qui ne souhaite pas continuer en ce sens, à mon avis, c'est une notion assez inquiétante. Enfin, c'est en opposition avec l'esprit humain. Ouais, ok. Bon, après, il y a tous les aspects d'application qui sont très importants. On en a parlé et ça implique une interaction entre le monde des scientifiques, les experts entre guillemets, ceux qui savent. C'est une notion toujours un peu compliquée à définir. Ceux qui savent, ceux qui décident, les politiciens, les dirigeants d'entreprise par exemple. Donc comment tout ce petit monde travaille ensemble, sachant qu'ils ont des formations différentes, des cultures différentes, des métiers différents, mais il faut se parler pour arriver à, par exemple, prendre des bonnes décisions sur quelles sources d'énergie on développe en France, comment on lutte contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, comment on développe de nouveaux médicaments. Enfin, la liste est longue. Hein.
Ouais. Et donc, ça implique l'interaction les plus efficaces possible entre ceux qui sont les experts de ces domaines, les gouvernants, les industriels lorsqu'il y a une dimension industrielle, et la population, qui, au moins dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie, doit être en situation de comprendre les enjeux autant que faire se peut, ce qui n'est pas simple. Combattre les fake news, etc. Et puisse avoir son mot avoir éventuellement, dans une certaine mesure, son mot à dire dans les politiques derrière lesquelles il y a une expertise scientifique. Donc c'est un petit jeu vrai à trois. Ouais, avec la population. Les décideurs, les citoyens, les scientifiques, et au milieu de tout ça, il y a les médias. Ouais. Voilà. C'est intéressant. Et vous disiez, je trouve, en fait, c'est un peu lié, mais vous disiez que l'humain, c'est vraiment ancré dans l'esprit humain de cette recherche de la connaissance. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une petite proportion de la population qui fait de la science. Donc, oui, est-ce que c'est comme ça? Les scientifiques, c'est ancré du coup dans une petite partie. Oui, mais au-delà, non, j'ai eu ma réflexion là quand je dis que l'homme a toujours voulu mieux comprendre d'où il vient, etc. Je l'exprime de façon collective pour la population. Les gens ont une curiosité, les enfants ont une énorme curiosité sur toutes ces questions. Après, bon, de facto, pour des raisons pratiques, ce n'est qu'une petite partie de la population qui peut s'intéresser directement à ces questions. Directement, c'est en être acteur. On s'empêche pas les autres de prendre connaissance, voilà, d'acquérir une culture scientifique, autrement dit. Prendre connaissance, de comprendre ce qui se passe, aussi par ailleurs les enjeux éventuels. Donc il y a deux niveaux, le niveau professionnel de la recherche et culture scientifique. Après, bon, on peut encore aussi avoir mais c'est un peu à la marge quand même, si c'est à la mode de dire des citoyens chercheurs. Enfin, bon, ça peut arriver un peu dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'écologie. Enfin bon, ça reste quand même à la marge parce que c'est comme toute profession, il faut acquérir les savoirs et les savoir-faire, donc ça prend du temps. Et comment vous expliquez la perte de confiance en la science avec les platistes, avec des... Bon, d'abord, ça a toujours existé. Il faut pas non plus imaginer que on est en train... Tout s'écroule. Non, c'est pas étonnant. C'est pas vrai. Ça a toujours existé. Je veux dire, les pratiques magiques... il y a une espèce de lutte entre la connaissance et... Enfin, plutôt l'approche rationnelle et irrationnelle. Toujours existé. Et je pense qu'en particulier, les peurs, les angoisses des gens sont très génératrices de recours à des pratiques irrationnelles. On le voit en médecine, on le voit dans d'autres domaines. C'est vrai qu'il y a une petite tendance aujourd'hui à une forme de relativisme. C'est-à-dire que certains considèrent, après tout, qu'une opinion scientifique, c'est une opinion comme une autre. C'est évidemment un concept totalement faux. Un fait scientifique, s'il est éprouvé, vérifier, etc. C'est un fait, c'est la vérité, quoi. Après, cette vérité, elle peut s'améliorer d'une certaine façon, parce qu'en tout cas, dans la théorie actuelle des connaissances, il y a un consensus, quoi. Oui, enfin, on peut pas dire que 2 + 2 = 5, hein, si on peut... Bon, voilà. Même si c'est une caricature de dire cela. Donc, il y a une petite... Pourquoi il y a une petite accentuation de recours à l'irrationnel dans le monde actuel, on va dire, je ne sais pas. Moi, je suis pas un spécialiste pour porter ces analyses, mais bon, ça existe. Ça implique en tous les cas de combattre autant que l'on peut à travers l'éducation des enfants, mais je dirais presque l'éducation à tous les âges, ça veut dire l'information et faire en sorte que la culture scientifique soit plus répandue dans les médias. Ce qui est pas complètement évident. Un certain nombre de médias sont plutôt réfractaires à cela. Donc ça demande en plus un effort de la part des personnes. C'est un peu plus compliqué de suivre une émission scientifique que d'écouter Monsieur Hanouna, par exemple. Voilà. Et c'est l'exemple. Et j'avais vu ça demandait, il y avait un facteur, je sais pas s'il peut avoir un facteur, mais ça demande beaucoup plus d'énergie à montrer que quelque chose est faux plutôt que d'asséner une vérité. Par exemple, c'est juste, mais c'est pas sur le même plan. Oui, c'était par rapport à, pour quelqu'un, un citoyen, il faut faire un minimum d'efforts pour entrer dans ces sujets. Mais ensuite, on peut en tirer un très grand bénéfice intellectuel, hein, quand on a compris quelque chose, etc.
C'est un des... Ouais, je pense qu'il faut utiliser la curiosité des enfants et qu'ils la conservent et qu'ils la conservent toute leur vie. C'est la meilleure façon de combattre ces approches irrationnelles. En plus, bon, et le développement des réseaux sociaux n'ont pas aidé parce que ça facilite une espèce de toutes sortes de communications, des communications qui peuvent être de très grande qualité, mais aussi donc des communications erronées. Et avec la formation, tout à l'heure, de groupes qui n'interagissent plus qu'avec eux-mêmes, avec des biais absolument gigantesques par rapport à la réalité et une espèce de réalité alternative qui se crée. Et tout ceci est exploité, on le voit dans le monde politique, avec la montée des populismes, etc. Mais ça donne toujours pas l'explication initiale. Pourquoi on a cette tendance croissante? Honnêtement, je ne sais pas. Et comment... c'est assez étonnant, et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de réponse. Je sais pas, mais que je connais ou côtoie des gens qui ont ce manque de confiance très profond en la science, et comme vous dites, qui est très lié au manque de confiance politique. Et comme la science en général, quoi. Ouais, dans les autorités, c'est en fait, le politique m'ont menti, donc en fait, je vais pas croire la science qui s'allie avec la politique. Et au passage, ce qui est un point important, c'est que le monde de la science doit rester indépendant du monde politique. Il n'y a pas de confusion entre les deux. Les pays ne doivent pas être gouvernés par des scientifiques. Ça serait une aberration totale. Pourquoi? Parce que les scientifiques n'ont pas de légitimité, ne représentent pas... c'est une forme de dictature. C'est une dictature des scientifiques. Les dictatures des scientifiques, ils peuvent... c'est pas parce qu'ils ont une connaissance dans un domaine donné, d'ailleurs souvent assez étroit, qui sont en situation de pouvoir prendre les meilleures décisions. Une décision, elle doit s'appuyer sur les connaissances scientifiques, mais elle prend en compte d'autres facteurs. Et donc, théorie économique, des facteurs, mais facteurs psychologiques. Ça, c'est de la science, ces facteurs-là. Est-ce qu'on pourrait pas avoir... pas la science telle que, si on veut, c'est des sciences humaines et sociales jusqu'à un certain point, mais néanmoins, c'est pas la science où on sait, on a défini précisément, ce qu'on appelle les sciences exactes, entre guillemets. Ma question derrière, c'est, est-ce qu'on pourrait, je suis d'accord, en fait, mettre un scientifique, c'est un physicien, ça n'a pas plus de sens que de mettre, un énarque enfin, ça a moins de sens même que de mettre un énarque à la tête d'un pays, mais... Peut-être pas moins, mais pas plus. Peut-être pas moins, mais exactement, peut-être pas mettre des scientifiques au pouvoir, mais avoir une démarche scientifique. Oui, ça c'est autre chose. Mais c'est plus imprégné dans la politique, ça ferait pas... Ça veut dire, ça a du sens, mais c'est complètement différent. C'est faire en sorte que d'une manière systématique, avant que les politiciens prennent une décision, la composante d'analyse, d'expertise scientifique soit menée complètement dans les meilleures conditions. Mais sans que ces scientifiques-là n'interfèrent dans la décision. Ok. La décision doit être éclairée par l'expertise, mais les experts doivent rester des experts à leur place. C'est ça le bon fonctionnement. Je comprends, c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Okay. Parce au moins dans un pays démocratique, les politiciens, ils sont légitimés par l'élection. Les scientifiques sont légitimés par rien du tout. Donc, les choses doivent rester ainsi. C'est vrai. Tout à l'heure, vous avez réagi quand j'ai utilisé le mot magique. Et là, c'est une question un peu plus philosophique ou spirituelle, mais vous pensez que du coup, tout est... aujourd'hui, on n'explique pas tout, ni en biologie, ni en physique. Pas tout, non. Et donc, vous pensez qu'il y a une théorie du tout qui peut émerger et qui, du coup, est finalement, je sais pas si elle est opposée à une spiritualité, mais vous êtes peut-être matérialiste. C'est pas si je suis assez matérialiste, oui. Par une question, par exemple, qui fascine tout le monde, c'est le cerveau. Est-ce qu'il y a, au-delà de la compréhension de la façon dont les neurones fonctionnent, les synapses, etc., est-ce que ça rend compte absolument de tout? Ou est-ce qu'au-dessus de ça, il y a une forme de spiritualité? Bon, là, c'est pas une question scientifique. Après, chacun a une perception. Je suis d'accord. Ma perception est qu'un jour ou l'autre, enfin, risque de prendre beaucoup de temps, que la science montrera que cette affaire est purement affaire de molécules. Mais bon, on peut respecter parfaitement. Ça reste des croyances. C'est parfaitement respectable. Et d'ailleurs, il y a des grands scientifiques, très grands scientifiques, qui ont une dimension spirituelle. Donc, Et j'ai oublié ma question. C'est dommage, c'était ça. Ok. Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie?
Bon, enfin, pour réussir sa vie, c'est avoir une vie équilibrée entre vie privée, familiale, amicale, et aussi professionnelle, et trouver les satisfactions en tant que professionnel et en tant que citoyen. C'est un équilibre un peu de tout ça. Ok, j'aime bien le mot équilibre. Et on parlait un peu de la crise, vous avez parlé de l'écologie, mais je sais pas, peut-être qu'à votre échelle, j'ai rencontré des gens qui me disent en fait, on est en crise depuis 60 ans, Clément, donc en gros... je sais pas compris. En fait, moi, de mon point de vue un peu jeune, on est en crise écologique, on est en train de traverser une crise très, très importante. On m'a déjà dit parfois, non, on est en crise depuis très longtemps. Néanmoins, comment quelle relation vous avez à cette crise écologique, à cette crise peut-être même un peu humaine et sociale, avec les réseaux sociaux qui bouleversent tout? Comment vous voyez? Choses différentes, tu vois. Ouais, le réchauffement climatique est une réalité et pose un problème extrêmement sérieux. Non, est-ce que de façon inéluctable, cela nous amène en gros à la catastrophe? C'est pas obligatoire. Non. Je pense qu'on peut agir. On peut agir par la science, par la politique. Autrement dit, on peut essayer d'agir sur les causes du réchauffement climatique. On peut essayer d'en réduire les conséquences. Après, on a la dimension politique. Je suis pas personnellement dans un esprit de décliniste ou catastrophiste, qui je pense est très dangereux, et en plus émane souvent de gens d'ailleurs en situation très privilégiée, parce que ceux qui trinquent le plus ce seront pas ceux-là. Mais donc c'est un problème extrêmement sérieux qui doit être pris en compte. Il faut que la population en soit consciente à nouveau, et on retombe sur les questions d'éducation et d'information, pour qu'in fine, les décisions qui soient prises, c'est compliqué parce que un pays peut prendre des décisions, mais là on est sur un problème mondial. Ouais. C'est comme pour les pandémies, c'est un problème mondial. Donc la France seule, même l'Europe seule, ne résoudra pas la crise. Mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Et on descend comme ça jusqu'à citoyen. Le citoyen seul ne va pas changer. Voilà, mais ça n'empêche qu'on peut avoir personnellement une attitude responsable sans être complètement jusqu'au boutisme, et essayer d'être raisonnable dans sa vie. Mais l'humanité a, à mon avis, été confrontée assez souvent à des problèmes graves. C'en est un très sérieux, nouveau, enfin qui émerge progressivement depuis quelques dizaines d'années. Il faut que l'homme s'adapte. L'homme est plutôt intelligent. Après, c'est la dimension politique la plus complexe. C'est faire en sorte qu'il y ait un agrément suffisant des différents pays. Il y a quand même un problème délicat, c'est que évidemment pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut que tous les pays s'y mettent, y compris les pays pauvres. Dans les pays pauvres, pour l'instant, ils ont tout faux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils souffrent du réchauffement climatique qui n'est pas de leur fait. Et en même temps, on leur demande de prendre plus ou moins les mêmes, de mettre en œuvre les mêmes restrictions, de changer la façon dont ils produisent de l'énergie, etc., etc. Ouais. Donc ça implique un certain nombre d'attitudes, de convictions politiques, de tenir en compte de cela. Mais là, on est vraiment dans la politique. Mais bon, faut le faire. Et donc, si je prends encore un peu, donc ça c'est la partie écologique, mais en fait, est-ce qu'elle découle pas finalement d'un modèle, et je sais, de société, je sais pas envie de dire le mot, de dire capitaliste mais on est quand même dans une société qu'on appelle société de consommation, comme si c'était quelque chose de positif, sans même juger sur c'est génial de consommer. Ça c'est peut-être une croyance personnelle, mais j'ai l'impression que même la science du cerveau, les philosophes disent tous, en fait, on a tous tendance à aller vers quelque chose de beaucoup plus sobre, de changer, en fait, de ce rêve, et vous parlez des pays pauvres, mais en fait, les pays pauvres, ils rêvent du mode de vie occidental. Et légitime. Légitimement, et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, moi-même, je rêve encore un peu de ce mode de vie, mais qui nous rend malades, obèses, nous rend... Oui et non. Pas 100%, il y a une partie qui... Il nous rend moins malades, avant de nous rendre malades. L'hygiène, mais il suffit de regarder l'évolution de l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, y compris l'espérance de vie en bonne santé, et qui, l'espérance de vie continue de progresser, et a progressé de façon phénoménale au cours des 40 dernières années. Donc ça, c'est dans le contexte de la société que vous décrivez. Ouais, c'est vrai. Et même dans une certaine mesure, les pays pauvres en ont bénéficié avec un
décalage important. Et pour l'espérance de vie en bonne santé, alors, sauf l'année dernière, on verra les années qui suivent, et pendant le Covid, mais a continué de progresser. Donc, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui nous rendent malades, comme vous dites, la pollution, etc. Mais tout ce qui a été fait, d'abord, nous rend pas malades. Et pour l'instant, la balance est beaucoup plus en faveur du nous rend pas malade que de nous rend malade. Ouais, mais si on a réussi, je comprends, donc on est passé de 50 ans à 80 ans de caricature, mais si on est passé majeur dans l'évolution, au point que ça pose aujourd'hui des questions sur le taux de fécondité a beaucoup diminué. Donc on va vers des sociétés de plus en plus de personnes âgées. Ouais. Donc tout ça, il y a des enjeux absolument colossaux. Mais est-ce que l'âge de décès est vraiment le facteur le plus important? C'est pas ma faille, il compte. Il compte, mais je vais caricaturer. Je me dis, si l'Amérique, il y a 5 ans, allez, je dis n'importe quoi, mais il y a 100 ans, vit jusqu'à 50 ans, mais entre guillemets, sans être obèse. Et si aujourd'hui, la moitié des Américains... Ils n'étaient pas obèses, mais ils avaient d'autres problèmes. Ils avaient la tuberculose, ils étaient alcooliques, ils avaient... L'obésité est un problème croissant qui concerne les personnes les plus pauvres. Ouais. C'est une réalité, évidemment un problème je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes de santé, mais la balance entre ce qui a été acquis au cours de l'évolution, mais en particulier des 50-100 dernières années, d'abord dans le monde occidental, mais qui s'est quand même pas parfaitement, mais un peu répandu sur le reste de la planète, l'emporte de beaucoup sur les problèmes nouveaux qui mais ça veut pas dire qu'il faut pas confondre ça, qu'il faut pas combattre l'obésité, lutter contre l'utilisation excessive du sucre et la malbouffe, enfin bref, plein de choses de ce type. N'empêche que globalement, comme aurait dit quelqu'un d'autre, le bilan est globalement positif. Okay. Si on sort du prisme santé, qu'on regarde le mode de vie global, et le mode, je veux dire le mode de vie occidental, mais est-ce que c'est un modèle de société qui est viable, mais au-delà de la santé, au-delà de nos consommations à long terme? Je veux dire, il y a, à peu près au moment où moi j'étais enfant, il y avait encore beaucoup d'appartements à Paris et ailleurs, évidemment, où il y avait pas de toilettes. Où on allait se laver, il y avait avant la Seconde Guerre mondiale et encore un peu après la Seconde Guerre mondiale, les gens pour se laver, ils allaient prendre leur douche dans des bains-douches. Non, mais il y a un progrès qui est technique, qui est santé, qui est confortable. C'est un progrès qui est du confort de vie. Ouais, qui est indéniable. Mais à côté de ça, il y a quand même, donc ce confort de vie, il faudrait pas le perdre. Ben non. Mais il est assez technique, ce confort de vie. Il est assez technique, mais il y a beaucoup de mots. En fait, moi, je pense qu'on pourrait garder ce confort de vie, mais en changeant vraiment notre modèle de société ou de rêve. Un peu plus sobre, mais vous pourrez jamais empêcher que les gens aient envie de voyager, par exemple. C'est vrai. Même si on a envie de restreindre les voyages. Mais c'est pas possible de dire, non, vous allez rester, vous prenez plus l'avion. Il faut limiter, il faut faire attention, mais l'aspiration au voyage, c'est par exemple quelque chose qui est compréhensible et je prends un exemple. Non, mais ça c'est un très bon exemple où je suis tout à fait d'accord, mais où on pourrait réapprendre à voyager dans le sens où voyager, c'est pas prendre un avion pour faire 6 heures de vol, arriver quelque part et partir un week-end d'après. On est d'accord. Il faut une utilisation raisonnée. Mais néanmoins, donc, entre ça, il y a de deux extrêmes. On laisse tout faire, tout n'importe quoi, et à l'inverse, la société penche beaucoup plus vers cette partie. Ça évolue un peu. Ça évolue petit à petit. Ça fait partie des mesures l'apprentissage d'une certaine sobriété dans le contexte actuel de notre planète. Mais il ne faut pas que cette sobriété devienne une contrainte et ainsi, si les gens sont malheureux, ça sera totalement contre-productif. Est-ce que le malheur, il viendrait de simplement dire on vous limite l'avion, plutôt que en fait, on vous montre tous les jours des pubs de gens qui sont trop heureux de sauter dans les Bahamas? Oui, je suis d'accord. alors qu'en fait, votre vrai besoin, c'est, vous avez dit, faire du sport, c'est avoir plus de temps pour faire du lien avec votre famille. Ok. Merci beaucoup, Alain Fischer. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité.
D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!